pratique de la NFE. GRES, c'est pour groupe de réflexion sur l'ergothérapie en santé mentale, avec une vision transversale de la santé mentale, c'est-à-dire pas que en psychiatrie, et tout public. Et donc depuis le mois d'avril, je crois, au mai, on organise donc un webinaire par mois. L'information circule sur les réseaux sociaux du GRESM, sur Facebook et LinkedIn. Et donc ce soir, nous accueillons Margarida qui va nous parler interoception. Donc ce que je vous propose, c'est que Margarita va nous faire sa présentation. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange. Voilà, si vous souhaitez, vous pouvez poser vos questions dans le chat de discussion et Margarita y répondra après. Je crois que j'ai rien oublié. Je vais te laisser la parole, Margarida. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous, merci pour la confiance. Alors, moi, je suis Margarida Foxo, je suis ergo. Je suis salariée et libérale à un PACA dans le sud, 06, au niveau de Nice. J'ai fait ma licence et mon master au Portugal. J'ai terminé la licence en 2012, le master en 2015. J'ai travaillé 3 4 ans au Portugal en milieu ordinaire en pédiatrie. Moi, mon domaine d'activité, c'est surtout la pédiatrie. J'ai fait de 0 6 ans un début de parcours et après j'ai travaillé auprès des 6 18 ans en milieu scolaire ordinaire. Je suis arrivée en France en 2015 où j'ai immédiatement commencé à travailler en libéral et depuis 2021 j'ai aussi une activité hospitalière, un hôpital pédiatrique où j'interviens surtout auprès des troubles alimentaires pédiatriques et pour des missions de diagnostic de jeunes enfants, notamment dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux. Je suis donc là aujourd'hui pour vous parler interoception. Comme je vous disais, mon domaine d'activité, c'est surtout la pédiatrie et je pense que là, la richesse aujourd'hui, c'est d'essayer de faire des ponts entre ce que je vais essayer de vous amener au niveau théorique, ce que j'ai en tant qu'expérience pratique et c'est que vous allez pouvoir m'amener aussi, bon, d'une dans vos connaissances théoriques, mais aussi dans vos champs de compétences individuels. N'hésitez pas, s'il y en a des personnes qui souhaitent allumer les caméras, que je puisse avoir un petit retour visuel de comment ça se passe pour vous. Alors, l'interoception, merci. Et s'il y a un souci de son, un souci d'image, vous me le dites. L'interoception, elle est considérée aujourd'hui comme le huitième système sensoriel. Juste pour faire un petit récap et mettre ça dans le contexte des systèmes sensoriels, on va avoir 5 systèmes les plus connus, visuel, auditif, gustatif, olfactif, tactile. C'est ce qu'on va appeler des systèmes extérieurs environnementaux distaux. Ce sont des systèmes sensoriels qui nous donnent des infos concernant ce qui se passe à l'extérieur de notre corps, ce qui se passe dans l'environnement. On va aussi avoir des systèmes qu'on va appeler intérieurs ou proximaux, qui vont nous donner des infos par rapport à notre corps. On va avoir deux qui sont assez connus en pédiatrie, notamment en intégration sensorielle, mais que je pense aussi dans d'autres domaines pratiques, proprioceptif et vestibulaire. Pour rappel, système proprioceptif, ça va être des capteurs au niveau des muscles, des articulations et des tendons qui nous donnent des infos concernant la position de notre corps dans l'espace et des mouvements de notre corps. Système vestibulaire, ça va être des capteurs au niveau de l'oreille interne qui vont donner des infos concernant le déplacement de la tête dans l'espace. Ensemble, ils vont nous fournir des infos, vont nous permettre de connaître la position de notre corps à chaque moment. Huitième système sensoriel, aussi un système proximal intérieur, on va voir le système interoceptif, celui dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi celui-ci, il est moins connu? Parce que après avoir été évoqué une première fois, au moins de ce qu'on arrive à retracer en 1900, ce n'est que dans les années 2000 que les neuroscientistes vont s'intéresser pour ce système, qui va avoir de la recherche scientifique et qui va nous permettre de mieux comprendre son intérêt, soit du point de vue neurofonctionnel, mais aussi dans le quotidien. Aujourd'hui, c'est un domaine qui suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt auprès des professionnels médicaux. Il n'y a pas que les ergots qui s'intéressent, il y a les psychologues, il y a les neuroscientistes. Euh, et l'intérêt aujourd'hui, c'est de comprendre comment on va pouvoir l'intégrer dans nos pratiques. Pour revenir à ce que je vous disais, un petit schéma qui montre le boom qu'il y a actuellement au niveau de la recherche en interoception. On va avoir
une première apparition de recherche où on va trouver les concepts de l'interoception sans avoir nécessairement la terminologie qui va avec. Et petit à petit, on commence à voir cette terminologie interoception qui est très présente dans le domaine des neurosciences. Ça, c'est vraiment un réel intérêt aujourd'hui dans ce domaine. Qu'est-ce que ce sont donc l'interoception? Processus à travers lequel le système nerveux perçoit et intègre des infos qui se passent à l'intérieur de notre corps dans le but de donner une réponse. L'interoception va toujours retrouver ces deux aspects-là. Je reçois des infos de mon corps, mais l'objectif, c'est de pouvoir donner une réponse. Donner une réponse pour réguler mon corps. Que ce soit la régulation lorsqu'il y a un déséquilibre, je vais donner une réponse et si cette réponse, elle n'est pas adaptée, je vais pouvoir corriger l'erreur. L'interoception va me permettre aussi d'anticiper les besoins de mon corps pour pouvoir le maintenir dans un état d'équilibre. Et tout ça dans une espèce de boucle interoceptive, c'est-à-dire mon corps, il me donne un signal, il a un besoin, je vais répondre, ma réponse, elle va créer un nouveau signal interoceptif. Ce signal interoceptif va me permettre de savoir, OK, est-ce que j'ai répondu de façon adaptée aux besoins de mon corps ou est-ce que la réponse que j'ai donnée, elle n'est pas adaptée ou elle est insuffisante, il va falloir que je change ou que j'intensifie la réponse que je donne. Ces infos, elles vont passer donc des organes au cerveau, du cerveau aux organes, avec un fonctionnement dans les deux sens. But, je vous disais tout à l'heure, on perçoit, on interprète, on intègre et on régule, on donne une réponse. En interoception, on va pouvoir diviser, alors ça, c'est issu d'un modèle d'une ergothérapeute américaine, euh, Kelly Mahler. Je profite pour dire que là, à gauche, dans le bandeau orange, il y a toujours les références en lien avec chaque diapo. Ça, c'est la façon dont Kelly Mahler va organiser l'info. Et on va pouvoir subdiviser les émotions et les signaux interoceptifs en deux grands groupes, les émotions homéostasiques et les émotions affectives. Émotions homéostasiques en lien avec les fonctions basiques du corps, la faim, la soif, besoin d'aller aux toilettes, réguler la température, savoir que je suis malade, savoir que j'ai une tension musculaire. Tout ce que ça va être ce qu'elle appelle des émotions affectives, pouvoir reconnaître la joie, la détente, la colère, l'anxiété, l'excitation, la honte, pouvoir reconnaître des émotions pour pouvoir ensuite aussi donner des réponses adaptées. Donc on va toujours avoir ces deux domaines-là, les émotions homéostasiques et les émotions affectives. Vous me dites si je vais trop vite. Je vous parle rapidement des neurosciences derrière. L'interoception, je vous disais, elle a été un peu laissée de compter pendant plusieurs années, malgré le fait qu'elle avait été évoquée au tout début. La vraie recherche, elle n'a commencé que récemment. La raison, elle est un lien, on pense qu'elle est un lien avec les neurosciences qui sont derrière. C'est-à-dire, on va avoir des récepteurs qui vont avoir une distribution très précise au niveau de nos organes, des récepteurs qui sont très très diversifiés. Ce n'est pas comme dans le système tactile que tous les récepteurs sont des mécanorécepteurs. Là, on va avoir des récepteurs qui sont très divers. On va avoir des fibres qui sont très peu myélinisées. Du coup, des fibres qui sont très très fines. Et la zone corticale que va être responsable davantage par l'interoception, l'insula, elle est cachée au milieu du cerveau, ce qui fait que les moyens d'imagerie, il y a quelques années, n'étaient pas en capacité de pouvoir étudier ces aires-là neurologiques. On va donc avoir des fibres qui sont beaucoup plus fines, des récepteurs qui sont très spécifiques, une distribution des récepteurs qui est partout dans le corps, dans tous les organes, avec des projections que vont elles aussi être très précises. Les projections, alors là c'est très très résumé, les projections aujourd'hui on dit qu'elles vont surtout vers l'insula. Euh, une aire corticale qui a été longuement sous-valorisée, difficile à étudier vu son emplacement, mais avec beaucoup de recherches récentes. L'insula, elle semble directement liée à la perception des sensations interoceptives, notamment ressentir, identifier des états internes du corps, analyser à tout moment les sensations corporelles, pouvoir moduler les entrées sensorielles interoceptives, pouvoir réguler pour ne pas être en hyperréactivité ou une hyporéactivité, pour ne pas être en réponse exagérée ou en absence de réponse, et pouvoir, et ça très important, donner une signification émotionnelle aux expériences physiologiques.
L'insula, en réalité, elle va être subdivisée en deux insulas, l'insula postérieure et l'insula intérieure. L'insula postérieure, elle va recevoir un peu l'info brute, des sensations corporelles, et l'insula intérieure, elle va traiter ces infos-là pour donner une signification. Une fois qu'elle a donné une signification, elle va pouvoir se coordonner avec d'autres aires corticales pour pouvoir ensuite donner une réponse adaptée. L'insula, elle est considérée aujourd'hui comme étant le centre interoceptif du cerveau, le cortex interoceptif, de la même façon qu'on va avoir le cortex visuel, olfactif, avec des projections, donc, dans des aires corticales, subcorticales, en lien avec la régulation du corps, homéostasie, pardon, autorégulation. Est-ce que ça va? Le traitement interoceptif, on va avoir deux formes d'interoception. On va avoir ce qu'on appelle l'interoception implicite, sur laquelle on n'a pas de contrôle. Ça va être la régulation énergétique au niveau cellulaire, la pression sanguine, la régulation hormonale, enzymatique. On n'a pas de action là-dessus, pas d'action directe. Mais on sait que des personnes qui ont un meilleur traitement interoceptif, avec des mesures objectives de traitement interoceptif, vont avoir aussi une meilleure interoception implicite. Par exemple, des sportifs qui ont des très bonnes compétences de traitement interoceptif vont avoir une meilleure utilisation énergétique au niveau cellulaire. On va avoir l'interoception explicite, tout sur quoi on va pouvoir agir. J'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai faim, je suis en colère. Le traitement interoceptif, c'est donc la capacité de surveiller, identifier les sensations corporelles, les discriminer avec finesse, parce que c'est pas juste savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, il faut que je puisse le discriminer. Où est-ce que ça se passe, avec quelle intensité, quel genre de stimuli. Et surtout, que je puisse agir. Un meilleur traitement interoceptif est associé à un meilleur fonctionnement émotionnel et une meilleure autorégulation. Il y a des études qui disent que des personnes avec un traitement interoceptif plus exacerbé vont avoir aussi une expression émotionnelle plus intense parce qu'il va avoir euh, des meilleures compétences d'identification des sensations dans mon corps. Il y a une relation entre le traitement interoceptif, l'éveil de soi et de l'autre. La capacité de comprendre ce qui se passe dans mon corps, ça va me permettre aussi de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Un traitement interoceptif moins efficace, si je comprends moins bien ce qui se passe dans mon corps, je vais être plus dépendant des systèmes sensoriels extérieurs pour comprendre ce qui se passe dans mon corps. Je vais vous donner un exemple d'un patient, un jeune adulte avec un autisme, avec un très bon niveau cognitif, qui m'explique que il est en difficulté pour sentir la sensation de satiété. Et sa façon de savoir qu'il a suffisamment mangé, c'est, alors, au niveau tactile, déjà, c'était quelqu'un qui avait besoin d'utiliser des t-shirts qui étaient très serrés au corps. Et du coup, la façon de savoir qu'il avait suffisamment mangé, c'était en regardant son ventre et en voyant. Alors, c'était même pas voir son ventre qui gonfle, c'était voir les fibres de son vêtement qui commençaient à s'écarter. Et ça, c'était sa stratégie pour savoir qu'il avait suffisamment mangé ayant un déficit interoceptif, il allait supporter, il allait chercher des infos extérieures pour pouvoir savoir ce qui se passe dans son corps. Dans ce cas-là, c'était même pas son ventre, c'était son t-shirt. Si le sujet vous intéresse, si vous allez lire un tout petit peu de recherche là-dessus, vous allez voir que très souvent on vient sur l'autovérification du rythme cardiaque. La mesure la plus objective qu'on a aujourd'hui pour évaluer le rythme, pour évaluer, pardon, la précision d'évaluation du traitement interoceptif par la personne, c'est l'évaluation du rythme cardiaque. C'est-à-dire, on va dire à la personne, sans toucher son cou, son, pour quoi que ce soit, juste tout droit, de nous dire au bout d'une minute combien de fois son cœur il a battu, quel est le rythme cardiaque. Et on voit que personnes avec un meilleur traitement interoceptif vont être beaucoup plus proches de la réalité en termes de rythme cardiaque que quelqu'un qui va avoir un moins bon traitement interoceptif. Le traitement interoceptif, vous allez voir que je vais très vite venir un petit peu en entonnoir vers deux, trois compétences interoceptives, mais je le mets là pour qu'on l'oublie pas. Et surtout chez l'adulte, je pense qu'on a vraiment l'intérêt d'avoir cette notion-là. Le traitement interoceptif, c'est pas juste
Je perçois une sensation, j'identifie qu'est-ce que c'est, je lui donne une signification et je réponds. Le traitement interoceptif, c'est un tout petit peu plus large que ça. C'est, oui, la capacité d'identifier de façon précise et objective des sensations corporelles, on est bien d'accord, mais c'est aussi la capacité de lui prêter de l'attention ou, à contrario, de ne pas prêter trop d'attention à une sensation qui n'est pas importante à l'instant T. C'est aussi, conscience interoceptive, faire une évaluation de ma précision interoceptive, c'est-à-dire, est-ce que je pense que ce que j'ai ressenti, c'est précis, ou est-ce que je pense que ce que j'ai ressenti, c'est imprécis? Est-ce que je pense que mon évaluation interoceptive, elle est fiable ou elle n'est pas fiable? Et c'est aussi les émotions que je vais coller à ces sensations. Quand je ressens la faim, est-ce que je vais dire, OK, chouette, j'ai faim, c'est une bonne opportunité d'aller manger parce que manger, c'est une activité plaisir et en plus, je vais pouvoir répondre aux besoins de mon corp? Ou est-ce que ça va plutôt déclencher des émotions négatives? J'ai faim. D'une, c'est mon corps qui me piège parce que je ne fais pas confiance à ce que mon corps me dit. Ou mince, il va falloir que j'aille manger, ce n'est pas une activité plaisir, c'est quelque chose que je souhaite éviter. Et du coup, je vais coller à cette sensation de faim des émotions qui sont négatives. Si je vais trop vite, vous me dites, je parle très vite et j'ai du mal à ralentir. On en revient donc sur un modèle à trois parties, notamment le modèle Kelly Mallard, on est sur cette notion de corps, émotion, action. Corps, première étape de l'interoception, percevoir la sensation corporelle et ses propriétés. Est-ce que je peux savoir quelque chose qui se passe dans mon corps? Est-ce que je peux savoir où ça se passe? Quelles sont ses propriétés? Ici, les concepts seuils neurologiques, tels qu'on les connaît en intégration sensorielle, pour ceux qui connaissent un petit peu l'intégration sensorielle, vont s'appliquer. On va appliquer les concepts modulation, hyperréactivité, hyporéactivité. Hyperréactivité, je vais réagir de façon exagérée à toute sensation qui se passe dans mon corps. Dès que j'ai, je vais dire ça de façon un peu grossière, dès que j'ai quelques gouttes d'urine dans ma vessie, je vais ressentir cette info comme étant un besoin d'action urgent. Il va falloir répondre à ce besoin d'aller aux toilettes. Un hyporéactivité, un peu l'inverse, je ne vais ressentir le besoin d'aller aux toilettes que quand la vessie elle est complètement pleine ou je ne le ressens pas du tout. La présentation, ça peut être quelqu'un qui va aller aux toilettes à la dernière minute, puisqu'il ne va ressentir ce besoin que quand la vessie elle est pleine et du coup le niveau d'urgence il est très très élevé. Ça peut être aussi, notamment chez l'enfant qui va pas aller aux toilettes, va oublier d'aller aux toilettes, parce que l'info n'est pas arrivé avec suffisamment d'intensité. Il va être dépendant des parents, de l'enseignant qui va rappeler de temps en temps d'aller aux toilettes. On va pouvoir avoir des profils d'hyperréactivité, d'hyporéactivité, et on va pouvoir avoir des profils de troubles de la discrimination. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, mais je ne sais pas quoi. Je ne peux pas le décrire. Ou parce que, alors, je peux pas le décrire parce que je ne comprends pas. Parfois aussi parce que je connais pas les mots. J'ai pas le vocabulaire, j'ai pas le langage qui me permet de soutenir la compréhension de ce qui se passe dans mon corps. Euh, un exemple, je pense là, une autre patiente, une femme adulte aussi avec un autisme. Je sais que j'ai quelque chose dans mon corps, mais je n'ai absolument aucune idée de qu'est-ce que c'est. Alors, j'ai une liste. Première chose que je fais, je bois de l'eau. Ok, ça n'a pas changé. Je vais aux toilettes. Ok, ça n'a pas changé. Je mange. Ok, ça n'a pas changé. Je m'inquiète. Parce que ne connaissant pas ce qui se passe dans mon corps, ne pouvant pas le comprendre, je vais mettre en place des stratégies de compensation autres. Du coup, première partie, corps, je perçois, je discrimine. Deuxième partie, l'émotion. J'ai compris, j'ai pu discriminer cette sensation. Je sais qu'est-ce qui se passe, que j'ai mal au ventre, que ça gargouille, que j'ai la bouche sèche. Là, il va falloir associer cela à une émotion. Est-ce que c'est de la faim? Est-ce que j'ai trop mangé? Est-ce que c'est la vessie qui est pleine? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le signe que quelque chose ne va pas bien? J'ai pas juste besoin de savoir que quelque chose se passe, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe, que je puisse étiqueter, que je puisse mettre des mots pour pouvoir ensuite passer à la troisième étape, agir. Une fois que l'émotion est identifiée, il va falloir savoir quelle est la réponse adaptée.
et quelle est l'intensité de la réponse qui va avec. Ok, je sais que j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais est-ce que c'est un niveau d'urgence 6 sur 10? Est-ce que c'est un niveau d'urgence 9 sur 10? Parce que ma réponse ne va pas être la même. Euh, si j'ai une douleur, je dois aller voir un médecin. Si j'ai faim, je dois aller manger. Dans le corps, émotion. On va donc avoir cette première partie. Percevoir, identifier des sensations corporelles, discriminer et ne jamais oublier que l'expérience de chaque individu, elle est unique. Même dans la population sans pathologie, on va tous percevoir des sensations dans notre corps qui ne sont pas nécessairement les mêmes que quelqu'un d'autre. Et ayant fait quelques formations dans le domaine de l'interoception, je vous assure que quand on discute entre adultes, ergothérapeutes, on s'aperçoit qu'effectivement, on ne vit pas les sensations de la même façon. Et ça, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on travaille en interoception, on ne va pas pouvoir imposer à l'autre, c'est que sont nos sensations. Pas vraiment qu'on surveille notre façon de communiquer pour découvrir ce qui se passe avec la personne dans son corps sans envahir son expérience avec ce qui se passe dans le nôtre. Les différentes sensations corporelles vont s'associer pour identifier des émotions. On va avoir des sensations qui sont très spécifiques à une émotion. Par exemple, cette sensation de vessie pleine, c'est très spécifique au besoin d'aller aux toilettes. Mais on va avoir des sensations qui sont transversales. Avoir mal au ventre, ça peut signifier plein de choses. Il y a des sensations qui sont extrêmement localisées, il y a des sensations qui sont très généralisées. Une émotion peut donc être identifiée une fois qu'on a associé plusieurs sensations. Sensation 1 plus sensation 2 plus sensation 3, ça correspond à l'émotion X. Étape suivante, émotion-action. Je vais réagir en accord avec l'émotion identifiée. La grosse majorité des fois, on va penser à transformer une sensation, une émotion désagréable en agréable. Dans le modèle de Kalimala, que je pense de façon globale, on évite de parler d'émotions négatives versus positives. On essaie de parler de quelque chose qui est désagréable, qu'on veut rendre agréable. Avoir faim, c'est une sensation qui est désagréable. Être bien après avoir mangé, c'est agréable. La satiété, normalement, c'est quelque chose d'agréable. Mais on va aussi, ça c'est une vraie compétence, pour essayer aussi de pouvoir maintenir une sensation, une émotion agréable. C'est pas seulement la compétence de changer quelque chose qui ne va pas en quelque chose qui va, mais c'est lorsque ça va bien, qu'est-ce que je vais faire pour maintenir cet état d'équilibre? On va donc travailler pour l'homéostasie, l'équilibre interne du corps, dans le but d'ajuster l'efficacité énergétique. Notre corps, il doit être capable de répondre à des situations imprévues lorsqu'il y a un déséquilibre de, de cet équilibre, avec une coopération de différents systèmes cardiaques, respiratoires, nerveux, moteurs, endocriniens, neuronal. Voilà, il y a un peu tout le monde qui va s'engager pour essayer de trouver une réponse pour maintenir l'équilibre du corps. L'autorégulation va permettre d'adopter des comportements, des actions pour répondre de façon adaptée, répondre aux sensations de façon adaptée, maintenir des sensations de contentement, ajuster ses émotions, maintenir l'attention dans une tâche. L'attention, elle est associée aussi à l'interoception. Adapter son énergie à la situation. Est-ce que je vais avoir une énergie plus élevée? Est-ce que je vais devoir réduire mon niveau d'énergie? Persister face aux défis et adopter des comportements sains. Prendre soin de soi, c'est fortement lié aux compétences interoceptives. L'interoception, c'est une compétence qui s'apprend. La autorégulation, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge, dès que bébé va naître. Bébé va pleurer parce qu'il y a une sensation désagréable dans son corps. L'adulte que vient de rencontrer ce bébé va donner un panel de réponses pour essayer de comprendre quelle est la réponse qui va fonctionner pour ce bébé. À ce moment-là, avec ce genre de pleurs, dans ce contexte, l'adulte va petit à petit pouvoir affiner sa réponse. Il commence à comprendre qu'à ce moment-là, lorsque bébé pleure, c'est ça la réponse qui est adaptée. Et le bébé va commencer à pouvoir faire le lien entre la sensation qui se passe dans mon corps, la réponse de l'adulte, et il va commencer à pouvoir petit à petit développer des compétences d'autorégulation jusqu'à un moment donné, on va avoir un bébé qui va pouvoir identifier sa sensation et connaître lui quelle est la réponse adaptée et va pouvoir commencer à la signaler dès qu'il va commencer à avoir des compétences motrices qui lui permettent de rentrer en interaction.
Nécessairement, l'adulte joue un rôle essentiel. Des adultes qui vont avoir des compétences interoceptives et un mieux attachement avec l'enfant vont être davantage en capacité de co-construire cette corrélation et de faciliter l'apprentissage interoceptif de l'enfant. Des adultes qui vont donner des réponses fluctuantes, inconsistantes pour l'enfant, ça va être aussi un petit bout qui va avoir plus de mal à co-construire ces compétences-là. Les compétences d'autorégulation semblent jouer un rôle essentiel dans l'engagement et la performance occupationnelle. Allez, je bois un peu d'eau. Si on passe du côté des troubles, les troubles interoceptifs, ils sont aujourd'hui de plus en plus connus et reconnus dans le domaine de la neurologie, de la psychiatrie, de l'ergothérapie aussi. Et ils viennent désorganiser la régulation émotionnelle homéostasique et avoir un impact sur le quotidien de la personne. On peut donc avoir des personnes pour qui le comportement n'est pas adapté, peuvent être en difficulté pour répondre de façon adaptée à ses besoins. On sait que lorsqu'il y a des anomalies dans la fonction insulaire, là où on a le cortex interoceptif, et là quand je parle d'anomalies, je parle d'anomalies dans le sens traumatique, on a retrouvé, la littérature a retrouvé des patients avec des troubles cognitifs et émotionnels de comportement, un éveil émotionnel réduit, moins de capacité d'identifier des émotions, difficulté pour reconnaître les aspects émotionnels d'une image, trouble de l'appropriation du corps, quelqu'un qui va avoir du mal à identifier son corps, en allant jusqu'au extrême de face à un miroir, je n'identifie pas que ça c'est moi, que ça c'est mon corps, et après on peut avoir des résultats de lésions très divers. Dans les troubles de façon globale, on va pouvoir avoir des biais attentionnels, des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à accorder de l'attention aux sensations de son corps, ou, à contrario, des personnes qui n'arrivent pas à détacher son attention des sensations corporelles. Parce que oui, les sensations sont là, elles sont très importantes, mais parfois, cette sensation-là, elle n'est pas euh, primaire, elle n'a pas besoin d'être traitée dans l'immédiat, et je dois pouvoir accorder mon attention à une autre tâche. On va avoir des biais cognitifs par rapport aux croyances que j'ai, par rapport à la façon dont j'interprète et je comprends mon corps. On peut avoir des personnes qui ont une conscience interoceptive altérée, c'est-à-dire que entre ce que je ressens ou je vais donner, je vais les mesurer avec trop de fiabilité. Je suis sûre et certain que quand je ressens ça, c'est parce que j'ai cette maladie, j'ai cette pathologie, j'ai cette émotion qui émerge. Et pourtant, cette évaluation, elle était fausse dès le départ, ou elle n'était pas très précise. Ou au contraire, quelqu'un qui ressent une sensation et qui ne va pas accorder la fiabilité à son ressenti. Je ressens une sensation, mais je ne suis pas sûre, ou c'est mon corps qui me trompe, ou ça peut pas être vrai. Et du coup, la réponse, elle va pas non plus être adaptée. On va avoir ce qui, nous, en pédiatrie, on va retrouver très souvent, et c'est souvent la base de notre intervention, les troubles de la modulation et de la discrimination, comme je vous le disais tout à l'heure. Troubles de la modulation, hyperréactivité des réactions exagérées aux signaux internes, hyporéactivité, quelqu'un qui va perdre des signaux internes, ne parvient pas à les identifier ou va identifier quand la sensation elle est extrêmement intense. J'ai reçu une fois un petit qui était en sixième et je l'avais dans un questionnaire que je fais, je l'avais demandé à- le stress, comment tu sais que tu es stressé, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Le stress dans ton corps, c'est quoi? Il ne savait pas me répondre. Je lui ai demandé plusieurs choses comme ça, il ne savait pas me répondre. Et à un moment donné, je demandais la satiété dans ton corps, ça se ressent comment? Comment tu sais que tu as suffisamment mangé? Et là, il est tout content, il me dit, ah, ça, je le sais. Vas-y, dis-moi comment tu sais dans ton corps que tu as suffisamment mangé. Et il me dit, j'ai suffisamment mangé quand j'ai envie de vomir. Du coup là, on avait un petit qui allait à l'extrême, ce qui était la contenance de son stomac, et qu'il n'allait pas ressentir les premières étapes de satiété, il allait ressentir le trop, trop, trop plein avec cette envie de vomir. Pour lui, c'était le signal de stop. On garde en tête que le seuil neurologique, cette idée d'hyper et hypo, elle peut varier selon euh, le
types d'entrée interoceptive. On peut avoir quelqu'un qui a une hyperréactivité pour des signaux d'anxiété, quelqu'un qui a une hyporéactivité à la sensation de faim. Et donc, on va évaluer chacune des entrées interoceptives pour pouvoir, euh, avec la personne, comprendre le profil de fonctionnement. On va aussi avoir donc les difficultés de discrimination, la perception qui est distordue. Je vais avoir mal à identifier avec précision les propriétés des signaux et sa localisation. Et ensuite, on va avoir des difficultés pour faire le lien entre le corps et l'émotion. Quelqu'un qui ressent plein de choses dans son corps, mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et qui ne parvient pas. Alors parfois c'est je ne sais pas qu'est-ce que c'est, parfois c'est je ne connais pas le vocabulaire qui va avec. J'ai aussi un patient qui me disait quand il était malade, pour pour réussir à étiqueter les sensations pour pouvoir les dire au médecin, ah, ça c'est un gros sujet, pouvoir expliquer en consultation médicale ce qui se passe, pour pouvoir expliquer au médecin ce qui se passe, il allait dans les notices des médicaments, aux effets secondaires, pour avoir du vocabulaire, pour chercher des mots, pour voir qu'est-ce que ça signifie après sur Internet, pour mettre des étiquettes sur ce qu'il ressentait. Troisième étape, faire le lien entre le corps, l'émotion et l'action. Ça ne suffit pas, comme je disais tout à l'heure, de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce que c'est. Il faut que je sache quelle est l'action adaptée. Les troubles interoceptifs, ils ont été identifiés chez différentes populations. Alexithymique, c'est ce qu'on appelle un petit peu le trouble interoceptif par excellence, de façon isolée, la difficulté de percevoir les émotions, avec différents degrés. Les troubles de la conduite alimentaire, là je pense anorexie, boulimie, obésité, que c'est pas nécessairement un trouble de conduite alimentaire, l'anxiété, l'autisme, hyperréactivité, dépression, stress post-traumatique avec des forts liens avec l'interoception, douleurs chroniques, notamment les fibromyalgies, les syndromes des intestins irritables aussi et les TOC. Et après, on va avoir tout un tas de conditions non médicales où il n'y a pas de diagnostic, mais la personne va avoir des difficultés de fonctionnement au niveau interoceptif avec un impact moindre ou plus important dans son quotidien. À quoi ça nous intéresse à nous en tant qu'ergothérapeute? Alors, je profite de ce diapo pour vous dire sur le site Kelly vous avez beaucoup de supports gratuits en anglais, mais que vous pouvez télécharger, même en termes de communication, si ça vous intéresse après de partager un peu avec vos équipes. Et elle va donc nous dire que l'interception va impacter les activités de vie quotidienne, la conscience du corps, les cognitions, la régulation émotionnelle et, après tout ça, la participation sociale. En termes d'occupation, alors, et là, vous allez voir, j'ai que des photos d'enfants, mais bon, on peut l'imaginer pour les adultes aussi. On va avoir donc la sensation dans l'alimentation, pardon, on va avoir la sensation de faim, de satiété, la sensation de soif, la température de mon corps par rapport à la température de l'aliment, identifier la bonne température de l'aliment, identifier des douleurs, notamment des douleurs gastriques, intestinales, pouvoir développer un plaisir alimentaire. Le plaisir alimentaire, il est fortement associé à l'interoception, dans le sens que lorsque je mange, alors le plaisir alimentaire, il y en a trois domaines. C'est le plaisir plutôt sensoriel en bouche, le plaisir visuel, olfactif. On va voir un autre domaine, c'est le plaisir plutôt social, quand je mange avec des personnes autour de moi, dans un environnement qui est agréable. Ça vient encourager le plaisir alimentaire. Et un troisième pilier du plaisir alimentaire, c'est ce qu'on appelle les propriétés post-absorption, post-ingestion. Un aliment que je mange et qui m'apporte un plaisir inter- interne, c'est un aliment que va par la suite être plaisant, que je vais avoir plus de plaisir alimentaire à le manger. Si c'est un aliment qui me cause une douleur parce que je suis allergique, parce que je suis intolérant, nécessairement, je vais avoir moins de plaisir alimentaire avec cet aliment-là. Donc, au pouvoir identifier qu'est-ce qui se passe dans mon corps après avoir mangé, ça va contribuer positivement ou négativement au plaisir alimentaire. L'anxiété qui peut avoir un impact important au moment du repas, gérer la durée des repas. La perception du temps, c'est une compétence fortement interoceptive aussi. On ne mange pas de la même façon si on a 10 minutes pour manger, si on a 2 heures pour manger. Et tout ça, on va le gérer avec des compétences interoceptives, après avec des compétences comportementales aussi, évidemment.
Faire des choix alimentaires adaptés à mon corps, à mes besoins, à ma faim. Aller aux toilettes, besoin d'aller aux toilettes, perception du transit intestinal, perception de la vessie, perception des contractions, décontractions des sphincters et perception des douleurs, notamment intestinales. Perception aussi des douleurs urinaires. Bon, je pense que je vais le dire plus tard, mais une des choses que revient très souvent, c'est des infections urinaires qui sont identifiées beaucoup trop tard parce qu'il y a des fragilités au niveau de leur ressenti de la douleur au niveau urinaire. Au niveau de l'hygiène, savoir que j'ai besoin de me laver, savoir quand prendre un bain, savoir qu'on transpire, savoir que j'ai chaud, savoir que j'ai froid et que j'ai besoin de changer mon activité ou que j'ai besoin de me laver pour me rafraîchir. Au niveau de la température, pour faire le lien entre la température interne de mon corps, c'est une compétence interoceptive, entre la température externe, à l'extérieur, et pouvoir surtout l'anticiper. Dans la journée, la météo, elle va varier comme ça. Je vais être dans un immeuble où il y a de la clim, ou je vais faire une activité physique. Qu'est-ce qui va se passer dans mon corps tout le long de la journée et comment est-ce que je vais pouvoir adapter mon habillage dès le matin pour être confortable tout le long de la journée. Au niveau du sommeil, savoir que je suis fatiguée, mais surtout savoir quel type de fatigue j'ai. Est-ce que c'est une fatigue physique? Est-ce que c'est une fatigue cognitive, émotionnelle, attentionnelle? Parce que pouvoir identifier exactement quel type de fatigue j'ai, c'est ce qui va me permettre de savoir exactement quel type de repos j'ai. Ah, si j'ai une fatigue physique, peut-être le repos dont j'ai besoin, c'est de lire un livre. Mais si j'ai une fatigue attentionnelle, peut-être le repos que j'ai besoin, c'est d'aller courir. Pouvoir savoir quel est le type de fatigue me permet d'ajuster ma réponse. Au niveau du sommeil, pouvoir me réguler émotionnellement pour rentrer dans le sommeil, pouvoir gérer les peurs, là, je pense aux petits, pouvoir aller dans un état de calme et de détente, ou pouvoir le maintenir si j'y suis déjà. Au niveau des interactions, pouvoir identifier mes états émotionnels, ça va me permettre de rentrer en interaction, mais pouvoir identifier les états émotionnels de l'autre, ça va me permettre aussi d'avoir des interactions davantage adaptées. Ça va me permettre de m'autoréguler et potentiellement euh, de faciliter la régulation de l'autre. Ça me permet aussi d'identifier, d'adapter le niveau de langage. À l'école, là je pense au petit, mais peut-être qu'on va pouvoir aussi le penser pour l'adulte, notamment au niveau du travail. Gérer le niveau de fatigue, le niveau d'énergie, le niveau d'éveil, savoir que j'ai besoin d'une pause, une petite pause de 5 minutes, savoir que là, je vais changer de tâche parce que faire 2 heures d'une tâche à l'ordi, ça ne fonctionne pas, mais il me faut aussi aller faire une tâche debout, du coup, je vais me lever, je vais la faire pour revenir à ma tâche initiale. Gérer des douleurs, des tensions musculaires, les états émotionnels. Et extrêmement important, prendre soin de soi. Pouvoir identifier des sensations dans notre corps de façon précoce, avec précision et pouvoir attribuer la bonne signification, c'est pouvoir aussi mettre en place des stratégies de santé adaptées. Savoir que je dois me reposer, que je dois prendre un doliprane, que je dois prendre rendez-vous avec le médecin traitant ou que je dois aller aux urgences. Toutes ces réponses, quel est le niveau de stratégie en santé que je vais mettre en place, ça dépend de la façon dont je vais comprendre ce qui se passe dans mon corps. Très important aussi dans ces concepts, prendre soin de soi et de santé, c'est de pouvoir aller chez le médecin et exprimer ce qui se passe dans mon corps. Et ça, c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent. C'est je suis en face du médecin et je ne peux pas dire ce qui se passe. Et je pense que ça doit être aussi une expérience que vous avez, ces difficultés de verbaliser ce qui se passe dans le corps. En termes d'activité de vie quotidienne instrumentale, prendre des décisions, savoir quoi manger, comment s'habiller, gérer le temps, gérer sa santé, la santé de l'autre aussi, gérer le temps 2 fois, tellement c'est important, résolution de problèmes et les activités spirituelles que très souvent vont avoir aussi besoin d'un temps de calme, revenir sur le corps, pratique pleine conscience, méditation, prière, où on va aussi accorder de l'attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un lien avec les occupations, on sait que l'interoception va avoir un impact sur le développement cognitif, la mémoire, régulation émotionnelle, appartenance au corps
très, très liées de façon directe à l'insula. L'image corporelle, est-ce que mon image corporelle, elle se base sur des compétences internes ou sur des compétences externes? Est-ce que c'est ce que je vois au miroir ou ce qui se passe à l'intérieur de moi? On sait que lorsque la compétence interoceptive, elle est fragile, très vite, on va utiliser le sens externe pour mettre du sens dans ce qui se passe dans notre corps, plutôt la vision. Empathie, théorie de l'esprit, la prise de décision, le sixième sens dont on parle, l'intuition. Il y a des études assez intéressantes qui montrent qu'effectivement, ce sixième sens, c'est l'interoception et que parfois on va tellement vite dans notre perception de l'intuition qu'on n'arrive pas à mettre la cognition dessus. Et du coup, on n'a jamais compris pourquoi on a pris ces décisions, parce que ces décisions, elles étaient interoceptives, elles n'étaient pas encore cognitives. Et l'estime de soi, communication, langage et l'estime de soi. Perception du temps. Le déroulement du temps, la sensation du moment présent et l'estimation du temps qui passe sont des compétences interoceptives. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. Demandez à quelqu'un qui vous fasse un top départ. Non, on peut pas le faire comme ça, du coup, vous savez qu'il y a un top départ. Bon, bref, ça, d'habitude, je fais ça en formation, c'est moi qui le réfléchis dans ma tête. Mais du coup, savoir que, ok, là, j'estime que ça fait 10 minutes que j'ai allumé le feu, que là, ça fait 5 secondes que le téléphone sonne, que ça fait 1 heure que je fais cette tâche. Cette capacité d'estimer le temps qui passe, c'est aussi une compétence interoceptive. Chez l'enfant, on sait que euh, les comportements en classe, la participation, l'autonomie, elle est reliée aux compétences sensorielles de façon globale, mais aussi aux compétences interoceptives. Un enfant qui n'a pas besoin qu'on le rappelle de mettre sa veste, d'aller aux toilettes, que c'est l'heure de manger, c'est un enfant qui va être plus autonome dans son quotidien scolaire, dans son quotidien tout court, et que lorsqu'on a un trouble interoceptif, ça va impacter de façon négative la participation et la performance occupationnelle. L'AOTA, l'Association américaine d'ergothérapeutes, a rajouté en 2020 dans leur euh, framework de pratique, où ils vont noter un peu quels sont les champs de compétences de l'ergothérapeute, ils ont rajouté en 2020 l'interoception comme étant un domaine de compétences de l'ergothérapeute. Dans la même année, Kelly Mahler, l'ergothérapeute dont je vous parlais tout à l'heure, elle a reçu le prix de l'ergo de l'année de l'association américaine, grâce à ses travaux dans le domaine de l'interoception. Alors moi, je ne vais pas parler de l'évaluation de l'intervention parce que clairement, c'est beaucoup trop large pour le temps qu'on a, mais je voulais juste faire un point très rapide concernant la pratique basée sur l'évidence. On va avoir différents types d'approches. On sait que les approches comportementales, elles sont efficaces, que ce soit la méditation de pleine conscience comme les TCC, pardon, thérapie cognitivo-comportementale. Et aussi, lorsqu'on va avoir des interventions bottom-up avec du top-down, on va être sur plus d'efficacité que lorsqu'on fait uniquement du bottom-up. C'est-à-dire, si on travaille uniquement sur la sensation corporelle, uniquement en méditation de pleine conscience, c'est efficace. Bon, ça a été démontré qu'il y a de l'efficacité, mais ça va être davantage intéressant si on va associer à ces stratégies de bottom-up quelque chose de top-down pour mettre du sens dans ce que la personne vient de ressentir, de donner un contexte, de faire un contexte en lien avec les activités de vie quotidienne. On sait aussi que les stratégies top-down, psychoéducation par exemple, elles sont efficaces, mais qu'elles vont avoir davantage d'efficacité si on vient les associer aux stratégies bottom-up. Donc, le tout, c'est d'associer l'expérience corporelle à la compréhension de ce qui se passe, donner une signification et mettre dans un contexte de vie, dans une activité de vie quotidienne, dans l'occupation. Les interventions interoceptives semblent efficaces dans les troubles de l'intestin irritable, fibromyalgie, stress post-traumatique. Et je fais là juste un petit parenthèse, parce que c'est écrit partout dans la littérature. Alors moi, je ne travaille pas avec du stress post-traumatique. Je travaille dans des équipes qui le travaillent, mais je ne travaille pas. Mais partout dans la littérature, c'est noté que lorsqu'on travaille avec le stress post-traumatique et l'interoception, c'est vraiment un travail à part entière parce que le trouble interoceptif, il peut être tellement important qu'il faut vraiment s'y connaître dans le stress post-traumatique pour pouvoir faire ce genre d'intervention.
trouble du spectre autistique, le TSA, trouble du sommeil, et une efficacité qui commence à être démontrée dans la douleur chronique, dépression, trouble du comportement alimentaire. Une autre recherche, revue de littérature, que nous dit que les TCC, la méditation de pleine conscience, va avoir de l'efficacité dans la réduction de la symptomatologie de certaines pathologies, avec des résultats qui sont fonctionnels, avec un impact sur le quotidien de la personne et avec une amélioration des mesures de traitement interréceptif. En ergothérapie, il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y a celui-ci fait auprès des enfants avec un TSA. Euh, il a été fait par Kelly Mallard et son équipe. Et l'idée, c'est que ils ont travaillé avec l'enfant, avec les enfants, dans une première partie de leur protocole. Il y a un protocole d'intervention pédiatrique. Ils ont travaillé uniquement la première partie du protocole, qui était de donner le vocabulaire à l'enfant, découvrir le vocabulaire avec l'enfant. Et une fois qu'on a du vocabulaire pour les sensations, on va les découvrir ensemble. Par exemple, imaginons, l'enfant, il dit qu'une sensation, ça peut être froid. Une sensation, ça peut être chaud. Une sensation, ça peut être trembler. On va faire des activités pour expérimenter avec l'enfant le froid, le chaud, les mains qui tremblent. L'objectif, c'est de être sûr que ce que l'enfant appelle chaud, c'est la même chose que moi, l'adulte, j'appelle chaud. Et de pouvoir étiqueter, entre guillemets, cette sensation et accompagner l'enfant pour étiqueter et identifier, expérimenter un maximum de sensations possibles. Et ensuite, alors l'objectif ensuite, c'est de les associer pour comprendre les émotions. Et ce qui a été fait dans cette étude, c'est que c'est juste cette première partie qui a été faite. Étiqueter des émotions et les expérimenter. Stop, ça s'est arrêté là. Et ce qui a été démontré, c'est que sans aucune intervention, juste en travaillant la partie corps, les enfants ont commencé à démontrer des meilleures compétences pour identifier les émotions. Que lorsqu'on comprend mieux ce qui se passe dans le corps, on a du vocabulaire, on les discrimine, rapidement, l'enfant va pouvoir comprendre davantage les émotions et du coup, par la suite, agir en accord. Je ne sais pas si c'était clair. Vous me dites à la fin si c'était pas clair. C'est que j'ai essayé d'expliquer. Alors, si le sujet vous intéresse, si vous souhaitez aller plus loin, bon, ce diapo-là, c'était un vieux diapo que j'avais, ça, c'était pour dire qu'il y a beaucoup de recherches qui est faite aujourd'hui et qu'il y a, notamment aux États-Unis, beaucoup d'argent qui est dépensé dans le domaine de l'interoception. Il y a beaucoup d'appels et pas seulement dans le domaine des neurosciences, mais il y a toujours cette partie de qu'est-ce que vous pouvez nous amener, qu'est-ce qu'on peut chercher entre l'interoception et les aspects fonctionnels. Qu'est-ce que ça peut nous amener dans la partie clinique? Si vous souhaitez aller plus loin, on a les formations de Kelly Mahler à distance qui sont extrêmement intéressantes. On va avoir les formations base. Alors, tout est en anglais. Depuis peu, elles sont sous-titrées en anglais, mais pour ceux qui ça aide d'avoir un sous-titrage en anglais, au moins on a les deux entrées auditives visuelles. Euh, on va avoir les formations bases qui sont très orientées pédiatrie. Et on va avoir, alors elle fait très régulièrement des webinaires sur des domaines très très larges qui vont très souvent sur la psychiatrie, sur la santé mentale, sur d'autres domaines pratiques sont extrêmement intéressants et la grosse majorité sont gratuits, sont disponibles sur son site. Pour aller plus loin, il y a de la formation en hétéroception. Alors, il y a celle que moi j'anime. Il y en a certainement d'autres. Au niveau de la littérature ergo, il y a les livres de Kelly Mahler. Alors, ce premier-là, qui est sur le verre, qui est là, il n'est pas trop spécifique pédiatrie. Il va quand même être assez large. On va pouvoir s'y retrouver même si on ne travaille pas auprès des enfants. L'autre qui est là à droite, lui, par contre, il est très spécifique pédiatrie. Dans les outils de Kelly Mahler, elle va avoir deux livres. Alors, elle va avoir un premier, c'est son protocole d'intervention. C'est vraiment des stratégies. Alors, ça va mélanger le bottom-up avec le top-down, vraiment la capacité de comprendre ce qui se passe dans mon corps, pouvoir les nommer, pouvoir agir en accord. Mais elle va avoir un autre qui est très intéressant pour les jeunes adultes, les adultes ou des enfants avec des très bons niveaux cognitifs, où on va être plutôt sur la compensation. Et on va voir, par exemple, imaginons la faim.
On va voir une première partie, c'est un questionnaire pour savoir si je peux ou pas ressentir la faim. Et mon traitement interoceptif, il est adapté ou pas par rapport à cette sensation. Une autre partie plutôt psychoéducation. À quoi ça sert de ressentir la faim? Pourquoi c'est important de la ressentir? Et après, une troisième partie avec des stratégies de compensation. OK, si la sensation de faim elle est difficile pour moi, voici ce que je peux mettre en place avec des tableaux que du coup la personne va pouvoir faire un peu d'échecs. Ça, j'ai testé, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. C'est un outil qui peut être utilisé en autonomie par un patient, mais que ça peut être un support pour nous à utiliser avec les patients. Euh, c'est en anglais. En termes de ressources gratuites, je vous disais le webinaire gratuit et aussi payant de Kelly Malheur. Il y a beaucoup, beaucoup de podcasts autour de l'interoception. Alors, je vous avoue que je ne connais qu'en anglais, mais je suis sûre qu'il y en a des choses en français aussi. Il y a ce podcast-là de Bud Craig, que c'est le neuroscientifique qui a vraiment relancé la recherche en interoception. C'est hyper intéressant pour ceux à qui ça intéresse. Et tout à la fin, la personne demande, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette info dans le quotidien de nos patients? Et il vient mettre en lumière les travaux de l'ergothérapeute Kelly Mahler et l'importance de l'ergothérapie pour faire le lien entre ces qu'on sait aujourd'hui au niveau des neurosciences et l'application clinique dans le quotidien. Sur le site de Kelly Mahler, il y a beaucoup de supports à imprimer grossièrement avec un visuel très enfant. Et il y a son groupe Facebook où elle va partager, elle et pas qu'elle, les articles qui sont en train d'être, apparaître dans le domaine de l'interception. Aujourd'hui, c'est la reprise, c'est la rentrée. Là, c'est ce mois-ci. Du coup, aujourd'hui, je me suis relancée un tout petit peu dans la recherche au niveau de l'interoception. Il y a énormément d'articles là des 2 dernières années et la grosse majorité des articles ils sont en accès libre. Il y a vraiment des choses très, très, très intéressantes qui sont en train d'être faites en neurosciences, mais par des ergothérapeutes un tout petit peu partout dans le monde. Allez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Merci beaucoup, Margarida. C'était très intéressant. Très, très intéressant. Et je Ah, parle en mon super. nom, mais vraiment merci pour toutes Mm. ces ressources que tu nous proposes aussi. Ça vraiment va nous permettre de pouvoir aller plus loin, voilà, pour si on a envie. Mais en tout Oui, cas, c'est chouette. c'est ça. Au moins, Ouais, c'est on peut ça. le Mais au faire. moins, on a de la matière, en tout cas, on a une base de départ, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Avec Mm. plaisir. Ce qu'on peut vous proposer, je ne sais pas si je t'ai présenté Muriel tout à l'heure, mais donc, Oui, Muriel et moi sommes co-référentes des webinaires voilà, ouais. au GRESM. Je crois que je t'ai zappé. Oui, oui, Voilà, oui. ce que je vais vous C'est pas proposer, grave. c'est de pouvoir poser vos questions. Alors, peut-être en levant la main, si vous avez des questions ou si vous avez du partage, peut-être discuter ensemble de l'application avec un public peut-être plus adulte. Euh, Margarida, est-ce que tu pourrais quitter le partage? Ça nous permettrait de voir un peu plus les carrés et les mains qui oui. se lèvent. Les personnes, si vous voulez bien vous faire apparaître à l'écran, ou les Bah, carrés, ou pas parce que c'est enregistré. voilà, ou pas si vous voulez pas être vu. Mais bon, tu On n'arrives pas à t'entend quitter. pas, Margarita. Ouais. Pardon. Tu Je disais, pardon. vas Donc, en haut, j'essaie activement d'enlever le partage d'écran, mais pour l'instant, je ne trouve pas. tu amènes en haut à droite de l'écran, tu vas avoir arrêté le partage. Il faut que tu ailles vers le haut et vers la droite, ça va t'ouvrir quelque chose et tu auras arrêté le partage. Alors, je Sinon, devrais pouvoir le retrouver rapidement. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne passer en mode planète. Alors, je vous avoue, je pense qu'il y a une mise à jour de Zoom, mais ça devrait Essaye. être dans mon champ de compétences. Essaye échappe. Des fois, ça marche. Non. Document il avancé y a des personnes partagé. qui souhaitent s'exprimer ou poser des questions, bah dans ce Oui, oui, cas-là, le vous ne temps. levez pas la main, prenez la parole directement, parce que là, on ne peut pas avoir les mains levées pour le moment. Mais je vais arriver, je vais réussir à enlever le partage Vas-y, d'écran. vas-y. En attendant, est-ce que quelqu'un a une remarque à faire, une question à poser ou un partage d'expérience?
Ça y est. Ah, donc, est-ce que quelqu'un souhaite questionner Margarida ou faire un partage d'expérience? Alors moi, je vais commencer sinon. Moi, je connaissais pas du tout Margarita, Mm. mais en t'écoutant, déjà, j'ai trouvé tes propos très clairs pour le coup. Merci. Mhm. Et moi, franchement, j'avais plein d'images comme ça de Mm. personnes que j'accompagne qui m'arrivaient, que ce soit là en ce moment ou que j'ai pu croiser voilà, sur mon chemin et en me disant, oh, ça aurait pu ou ça Mm. pourrait. Ça pourrait. Voilà. Ça Ouais. va Bah alors, faire. ça aurait Progresser. pu. Bon, voilà, mais le ça pourrait. Progresser. Voilà. Et là, c'est vrai que je travaille dans une maison d'accueil spécialisée avec des adultes en situation de handicap psychique lourd et ça me parle particulièrement. Mm. Avec notamment des personnes qui ont des symptômes très résistants au traitement, notamment des symptômes anxieux, enfin des choses comme ça, et où je Mm. sentais, quand tu parlais d'hypersensibilité, je savais pas, mais ça m'a mis un mot sur ce que je voyais, c'était une espèce d'impression que l'anxiété, il y a l'anxiété liée à la souffrance, hein, mais comme s'il y avait un su- je vais le dire avec mes mots à moi, mais un surinvestissement de cette anxiété, comme il y Mm. avait et du coup, voilà, enfin, en tout cas, moi, ça m'a ouvert quelque chose dans ma tête. L'anxiété, ce qui a été démontré par des études, c'est que il y a une hyperréactivité aux Mm, symptômes corporels de l'anxiété, mais derrière une évolution de la conscience interoceptive qui est très forte. C'est-à-dire, je ressens ça de façon exagérée, mais mm, alors, je dis pas que les symptômes, il est exagéré, mais oui, la façon dont je vais le mm, ressentir, il y a une mm, hyperréactivité, mais je vais évaluer cette perception que j'ai comme étant extrêmement précise. Et du coup, il ne va pas avoir de recul pour dire, OK, je ressens ça, mais cette symptomatologie, c'est juste mon corps qui s'est accéléré un tout petit peu, tout va bien. Non, je vais très vite mm, attribuer une signification émotionnelle négative et je vais mm, valider, auto-valider de Mm. façon très précise ce que je ressens. mm, Et aujourd'hui, de plus en plus, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez entendu parler, mais les psychologues s'intéressent dans le TCC et dans les traitements d'exposition, pas seulement à l'exposition à la phobie, mais ce qu'ils appellent l'exposition interoceptive. Mm. C'est-à-dire, très souvent, la personne, OK, il y a une phobie, mais c'est que majeur après Mm. un peu l'angoisse et la crise, c'est les sensations corporelles, le cœur qui Mm. s'accélère, la Mm. respiration qui change, et du coup, la peur de faire un malaise et la peur de perdre contrôle du corps. Et du coup, il y a de plus en plus de psychologues qu'au lieu d'exposer à la phobie, ils exposent à la sensation interoceptive. On va courir pour imiter certaines sensations de la crise d'angoisse pour pouvoir faire cette exposition et pouvoir dire, OK, mais mon cœur qui s'accélère, tout va bien. Mm. Ce n'est pas grave, mon cœur, il peut gérer un rythme cardiaque qui est plus élevé. Ce que je trouve, moi, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est le lien que tu fais avec les occupations. Dans ma carrière, moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire du travail corporel. Alors maintenant, je me rends compte que ça fait partie de l'occupation, prendre soin de soi. Mais j'avais parfois l'impression que c'était pas de l'ergothérapie, donc j'avais refait des formations, etc. Mais tout ce qui était, j'ai fini par travailler avec les automassages et la relaxation. Et ce que tu décris, moi, ça met des mots sur ce que je faisais intuitivement. À savoir, on fait des automassages, on suractive une sensation, et ensuite je leur disais, bah, peut-être que vous sentez ça, ça ou ça. Bon, j'ai été formée aussi en hypnose, donc je faisais des liens comme ça. Et puis donner du sens, mais en disant aux gens, mais quel est le sens que vous vous donnez? Parce que ça peut être ça, ça, ça ou ça. Mais j'ai toujours eu la sensation, alors déjà, moi, j'avais pas cette notion d'interoception et c'est passionnant parce que ça aurait mis des mots sur des tas de choses. Ça les aurait validés en plus en termes de neurosciences qui m'auraient beaucoup intéressé. Mais surtout, ce que j'apprécie, c'est que tu arrives à faire le lien effectivement avec les occupations et notamment le fait de prendre soin de soi. Parce que ça, c'était pas évident pour moi. Voilà. Donc, j'ai trouvé ton intervention passionnante, vraiment. Et ce que tu dis, Muriel, c'est une des critiques qui est faite à la méditation de pleine conscience, faite de façon, par exemple, un groupe de façon classique, où on y va tous les mardis soirs pour faire de la méditation de pleine conscience. C'est que, d'une, quelqu'un qui va avoir un trouble interoceptif, il peut être en forte difficulté pour comprendre Mm. ce qui se passe dans son corps et qu'il n'y a pas d'accompagnement, mais surtout que derrière, OK, j'ai identifié tout un tas de sensations, mais il n'y a pas le lien avec la vie de tous les jours, il n'y a pas le lien avec l'occupation.
Mm, Et ça peut être difficile de faire ce transfert entre ce que j'ai ressenti à ce mm, moment-là et réussir à mieux fonctionner dans mon quotidien. D'où mm, l'importance de ce top-down. OK, est-ce que ça, vous avez déjà ressenti à un autre moment? mm, Est-ce que vous l'avez déjà ressenti le matin, le soir, quand vous prenez une douche, quand vous êtes malade? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous mm, allez pouvoir, pendant cette semaine, essayer d'identifier cette sensation à mm. un autre moment de la journée? Mm. Et c'est super intéressant parce qu'effectivement, ça donne du sens aussi à l'intégration neurosensorielle, parce que parfois les psychomotriciens peuvent protester du fait qu'on utilise ça, mais ça peut donner du sens effectivement à tout ce qui est du domaine de la sensorialité et de l'interoception dans les occupations. Parce qu'effectivement, là, tu raccroches vraiment ça. En plus, ça a été fait par une ergo, c'est absolument génial. Oui, Mm. on a Mm. notre place. Oui, On est oui, c'est. légitime, sans aucun doute. Ouais, Mm. et ça me rappelle aussi, moi Est-ce- j'ai bossé en éducation thérapeutique avec des personnes qui allaient avoir de la chirurgie bariatrique. Et donc les diététiciennes leur disaient, il faut manger en pleine conscience. Mais ça s'arrêtait là. Et effectivement, à t'entendre dire et faire des choses comme ça, bah, je me dis que je le referai maintenant. Bon, alors je faisais effectivement de la relaxation, des automassages, etc. Donc ça les amenait justement à la pleine conscience et à mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Mais je j'aurais jamais pensé, par exemple, à faire un repas avec eux pour leur demander de ressentir ce qu'ils ressentaient. Oui, Et tu vois, oui, j'avais des images qui me venaient. Bon, j'ai bossé aussi beaucoup avec des anorexiques. Par contre, moi, ça m'a aussi beaucoup intéressé. Il n'y a rien sur la schizophrénie, j'ai vu. Mais ça, moi, me questionne parce que j'ai eu des patients comme ça, schizophrènes, qui venaient dans mes groupes aussi et qui avaient effectivement un défaut de perception de perception. Alors, quand tu expliquais que si la maman répondait pas, la maman ou le parent répondait pas au bon moment aux besoins de l'enfant, bah, c'est exactement ce qui se dit dans la schizophrénie. Et effectivement, les personnes après ont beaucoup de mal à savoir ce qu'elles ressentent et à savoir ce qu'il faut qu'elles fassent, puisqu'il y a un décrochage comme ça entre les deux. Non, c'est oui, passionnant, vraiment. oui. C'est un apprentissage qui est très précoce. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent questionner, partager? Mhm. Ça peut être par écrit aussi. Réfléchir à haute voix. Oui, bonjour. Moi, j'ai avoir besoin d'un éclairage parce que lorsqu'on parle de corps, émotion, action, dans émotion, j'ai plutôt l'impression qu'on parle du besoin, mais pas de l'émotion en tant que telle. Est-ce que c'est parce que Kelly Meller, enfin voilà, elle fait un raccourci, un amalgame, ou enfin quand tu as donné tes explications, j'ai plutôt eu l'impression d'entendre des besoins, mais pas des émotions en tant que telles. Donc, j'aimerais comprendre. C'est vrai que dans Merci. son... je- Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre de façon précise. On va peut-être co-construire la réponse. Mais Kelly Mallard, elle a organisé l'info en divisant en deux parties, effectivement, ce qu'elle appelle émotions homéostasiques et ce qu'elle appelle les émotions affectives. Effectivement, je comprends ce que tu dis, Camille. Les émotions homéostasiques, c'est un peu des besoins auxquels on répond dans notre corps, mais qu'elle va étiqueter là comme étant des émotions. Ok. Alors, c'est parce que je suis formée à la communication non violente, donc je sais que j'ai ce biais-là et que j'ai le processus en tête et que j'ai besoin de faire des liens et de voir. Après, c'était très intéressant. Je me construirais peut-être mes liens, mais pas avec son vocabulaire, parce que là, du coup, ça court-circuite un petit peu actuellement dans ma tête. Après, Mais effectivement, c'est un vocabulaire, voilà, le sien et le mien, qui a été développé beaucoup en pédiatrie. Et qu'effectivement, parfois, je veux bien croire qu'il y a un manque de, entre guillemets, finesse dans la précision du vocabulaire, là, c'est tout dit que c'est une émotion, un sentiment, etc. Parce que bon, il y a quand même une tentative que ça puisse être transmis au patient et que ça puisse être travaillé avec un protocole d'intervention. d'accord. Parce que quand je travaille là-dessus, sur la régulation, bah, je vais forcément travailler sur la sensation corporelle avant d'aller voir le sentiment, enfin l'émotion, et après le besoin et l'action derrière qui va être la demande, soit envers soi, Ouais. soit envers les autres. Donc il y a des choses qui sont très ressemblantes, mais du coup j'étais un petit peu perdue, voilà, dans les exemples. Mais je pense que je vais les lire un peu plus pour comprendre effectivement, et puis voir ce que je peux peut-être inclure aussi dans ma pratique. Alors moi, je suis auprès d'adultes pour le coup, et pas d'enfants. Ouais.
Tu travailles Merci. dans quel domaine, Camille? Ah, Effectivement, moi, je je me posais. travaille dans un service d'accompagnement à la vie sociale, du coup, auprès d'adultes déficiences motrices, mais qui peuvent avoir des déficiences associées, donc sensorielles, psychiques, voilà, psychologiques souvent, hein. Il y a quand même voilà, beaucoup de troubles psychologiques aussi qui accompagnent hein, toutes les transitions occupationnelles, les ruptures et tout ça. Merci en tout cas. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Soyez pas timide. Bonjour. Alors, c'est vrai que moi, je suis ergo en psych carcérale et j'ai fait mon master, mon mémoire de master 2 sur la colère, parce que c'est une catharsis ou une pathologie. Et c'est vrai que tu m'as rappelé là, ce qui a été hyper intéressant, c'est vrai qu'en psychiatrie, on se passe sur le vécu de l'émotion. Moi, je travaille sur le fait qu'il faut vivre l'émotion pleinement pour pouvoir la purger, justement, pour saturer aussi les récepteurs neurohormonaux. Et je me rends compte, alors même si je l'ai étudié, j'ai fait tout le truc pour décortiquer tous les symptômes physiques, c'est vrai qu'en psychiatrie, je devrais, tu m'as rappelé que la tachycardie, ça fait partie des symptômes de la colère, enfin, d'un des processus physiologiques de la colère. Et c'est vrai que je ne pose pas du tout la question. Et même, il y a des recherches, hein, j'utilise cette recherche-là pour dire que le cœur va trop vite. Et justement, c'est ça qui permet d'identifier cette émotion-là et que justement toutes les perceptions internes, ça m'a permis de dire, enfin que je questionne quand je repasse la musique exprimant la colère, que je les questionne plus sur leurs sentiments internes et ça m'a rappelé le truc en train de dire, ben oui, c'est le biais de la psychiatrie, on passe plus sur l'éprouvé de l'émotion que le ressenti interne et pourtant je le sais et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a permis de recaler sur va falloir que je leur pose plus de questions, pas sur le ressenti psychique, c'est bien, mais il faut que aussi que je me repositionne sur leur ressenti interne et leur ressenti corporel. Et c'est ça qui est vraiment pas mal. Et ça m'a permis d'ouvrir mon questionnement et comment je vais pouvoir les faire projeter en fonction de leurs besoins, justement, de pouvoir exprimer leurs émotions. Donc voilà. Moi, c'est que je m'aperçois, c'est que moi, en pédiatrie, je le faisais pas non plus. En discutant avec des collègues, on va très vite parler des émotions avec les enfants, les psychologues aussi, le volcan de la colère, quand tu as une petite colère, une colère moyenne, une grosse colère, mais on Mm. va zapper, est-ce que l'enfant, il sait ressentir la colère dans son corps? Est-ce qu'il sait faire la différence de la petite colère, la moyenne et la grosse colère? Est-ce qu'on a appris l'enfant à ressentir et à comprendre et à verbaliser ce qui se passe dans son corps et pas seulement l'émotion? Mais c'est pour ça, là, c'est justement ce que je trouvais très intéressant juste dans ta présentation, c'est que finalement, en psychiatrie, on est tellement axé sur le ressenti psychique et que même si on le sait, hein, que la colère, c'est une participation physiologique et en tant on est ergo, donc on a une perception globale de la personne, ça a permis de m'en remettre un peu plus. Bon, c'est même moi, je me biaise en fait moi-même et qu'il faut que je me descende un peu de la psychiatrie et que je me remette sur les émotions justement, les ressentis internes et que pour que la personne voit. Et alors pourtant je le vois, hein, c'est la colère, la haine, les passages à l'acte sont démontrés dans ma patientèle et mais que je les recentre un peu plus sur le ressenti interne et justement ça m'ouvre de nouvelles pistes et je trouvais ça vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Égal, je suis contente. Donc voilà. Je reviens 2 minutes. Muriel, le micro, il est coupé. Pardon. J'étais en train de répéter vainement, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de parler, de questionner? Et je disais, Florence qui s'en va, c'est les aléas du direct. Voilà. Non, je ne vois pas de questions dans le chat, je n'entends pas de demande.
En tout cas, moi, enfin, j'ai trouvé vraiment ça passionnant. Ça a fait vraiment du lien avec des tas de choses que j'ai pu voir, comme disait Florence, des tas d'images qui me venaient, des tas de... Puis cette approche à la fois bottom-up et top-down, mixer les deux, c'est intéressant de ne pas les opposer. Très intéressant. Mm. Merci. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, j'espère que ça prenne sens pour vous dans votre domaine de pratique. C'est vrai que j'ai Ouais. l'habitude de parler pour des ergots pédiatriques, de Ouais. discuter avec eux, Mm, d'échanger avec eux. Euh, Mm. mais je pense qu'effectivement, il y a des liens à faire, il y a des mm, Ouais. points à faire. mm, Et ce que mm, disait Camille, c'est très intéressant parce que effectivement, tu ne bosses pas en psychiatrie. On essaye vraiment justement, et je suis très contente d'entendre qu'il y a des personnes comme toi qui sont là, parce que on essaye justement dans le Grèsme de commencer à dialoguer avec. C'est super, Margarida, que tu sois venue, parce qu'on essaye de dialoguer avec des personnes qui ne bossent pas que en psychiatrie, mais qui élargissent la notion de la santé mentale à d'autres domaines. Il va y avoir un groupe qui va s'ouvrir là justement sur la santé mentale en rééducation. Camille, si ça t'intéresse, guette-le quand il passe. Mais c'est vrai que comment partager sur des choses comme ça, et comment aussi, du côté des gens, c'est exactement ce que disait Gaël, comment aussi du côté des gens qui ont bossé toute leur carrière en psychiatrie, ne pas oublier le corps et ne mm, pas oublier effectivement l'ancrage physiologique, sensoriel et neuro. Enfin, moi, j'ai bossé toute ma carrière en mode psychodynamique. À mon grand dame, je me rends compte que les neurocognitions expliquent des choses. Donc, je finis par effectivement me dire oui, qu'il y a des liens et des ponts à faire très intéressants. mm, Ouais. Les neurosciences, je trouve, nous apportent aussi beaucoup. En tout cas, moi, je vais chercher beaucoup aussi dedans de ressources. Et que les personnes se connaissent elles-mêmes. Elles sont coupées Mm. de leurs sensations corporelles. Souvent, j'aborde pas quand on travaille enfin, pour la fatigue. Voilà, on va mm, chercher toutes les déterminants, voilà, autour de la fatigue et qu'on arrive autour de la régulation et qu'elles ont un petit exercice à faire là-dessus. Elles doivent le faire en intersession. Et je reviens, bah, non, elles ont effectivement pas compris. Donc là, on prend le temps, on prend des jeux, on parle d'elles et c'est souvent une grande découverte. Et puis petit à petit, ben, elles se retricotent du lien et puis après, elles arrivent encore mieux à se réguler finalement. Ouais. Et même dans les connexions aux autres, puisqu'elles arrivent mieux à comprendre pourquoi elles vont plus dans la colère, tout ça. Donc, ouais, ouais, c'est fort intéressant. Donc peut-être que mm, oui, je vais faire du lien avec les adultes. Mm. Je suis loin de la pratique du coup en rééducation, hein, puisque mm, j'ai principalement travaillé à domicile. Mais nous, on a retravaillé notre fiche de poste l'année dernière et maintenant c'est inscrit sur notre fiche de poste que effectivement, voilà, on travaille autour de la santé mentale aussi, l'équilibre occupationnel et tout. Enfin, Mm. moi, c'est quelque chose qui me passionne pour le coup. J'ai pas du top. tout été formée à ça, voilà, quand j'étais diplômée, mais j'adore. Mm. Mm. C'est chouette d'entendre ça. Mm, Mm. c'est Mm. chouette, c'est super. Tu parlais de travailler sur la fatigue, Camille? Oui, parce que j'accompagne beaucoup de personnes, voilà, qui peuvent être impactées par la fatigue, des personnes qui ont des CEP ou des maladies évolutives. Et souvent, bah, c'est une de leurs attentes, bah, comment je peux être moins fatiguée au quotidien. Donc du coup, bah, j'utilise un guide canadien et dedans il y a une procession d'étapes. Il y en a une qui arrive sur effectivement le champ des émotions. Et donc à partir de là, moi voilà, je m'appuie sur cette fiche, mais j'utilise aussi bah, du coup d'autres outils que j'ai reliés à cette fiche, notamment bah, effectivement la communication non violente, enfin, le processus. Nous n'allons pas tarder à lancer un appel à communication pour les webinaires, un webinaire sur la fatigue peut-être. Bon, je sais pas si j'ai encore assez de pratique, mais après, pourquoi pas? Ou à Mm. plusieurs voix sinon. Bah, après, les prochaines dates, ce sera l'année prochaine. Donc, tu as le temps d'y D'y Tu sais, réfléchir. réfléchir. l'année prochaine, c'est D'accord. dans 4 mois, tu sais. Oui, oui, En d'accord. même temps. Dans la fin de l'année prochaine. Mais Mais oui, en tout cas, c'est l'occasion de voilà de vous dire que voilà, si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez partager votre expérience, partager vos connaissances, votre champ d'expertise, c'est avec grand plaisir. Il faut nous faire un mail. C'est quoi l'adresse, Muriel?
Euh, Grèce-nfe@nfe.fr, je crois. Reste.nfe@gmail. Oui, Gmail. Gmail, Je sais pas quoi. Celle où ok, on Ouais. reçoit les newsletters. c'est ça, tout à fait. Ok. Sinon, un petit message sur les réseaux, Grèce sur Facebook, LinkedIn, et puis on fait suivre. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se quitte là-dessus. En vous